Le grand public connaît Koniba Sidibé, surtout à travers ses différentes interventions à l'Assemblée nationale depuis 2007. L'homme s'est d'abord distingué par son style direct et son franc-parler qui tranchait nettement avec le consensus politique qu'a connu notre pays au cours des dernières années. Moi, je voudrais préciser d'entrée de jeu que je ne m'adresse pas au général Sadio Gassama. Je m'adresse au ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile du Mali et je ferai le jeu comme il devrait se faire sans aucune réserve ni autre retenue. Je voudrais commencer par remercier le ministre pour la précision de ses réponses. Parce que nous avons entendu beaucoup de réponses aux questions posées aujourd'hui qui vont plus dans la généralité que attaquer les vraies questions posées. Donc, monsieur le ministre, merci pour cela. Vous pensez franchement que je perdrais mon temps, que des éleveurs perdraient leur temps pour venir vous voir parce qu'il y a eu un âne volé à Fana ou à Maracongo, un mouton? Non, monsieur le ministre, franchement. Ça me paraît simplement incroyable. Et ça me confirme dans mon idée, dans le sentiment que j'ai eu en vous rencontrant, que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Or, la matière première de la prise de décision, c'est l'information, la bonne information. Alors là, franchement, monsieur le ministre, je suis fortement déçu à ce niveau-là. J'ai toujours cherché à vous joindre pour parler de ces problèmes-là. Vous n'avez jamais rappelé. Vous n'avez jamais rappelé. Donc je prends bonne note de votre disposition désormais à collaborer sur ces questions-là. Et je vous assure que interpeller un ministre n'est pas un plaisir pour nous. C'est quand on n'arrive pas à régler le problème à un autre niveau. Sinon, l'efficacité, c'est de régler directement avec vous. C'est quand cela traîne, quand nous avons le sentiment d'un certain immobilisme et inertie qu'on appelle ici pour un peu. C'est lui qui intervient à la télé pour dire que c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Et je ne l'ai pas entendu de quelqu'un, ni de personne d'autre. Je l'ai écouté de votre bouche, monsieur le ministre, à la télé. Alors, vous ne pouvez pas avoir dit ce jour-là que c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière et contre la corruption pour dire autre chose aujourd'hui. Koniba Sidibé est né en octobre 1956 dans le cercle de Dioïla où il fit son école primaire et fondamentale. Après le DIF, il intégra le lycée technique de Bamako en section économie d'où il décrocha le bac avec mention bien et obtint une bourse pour poursuivre ses études universitaires en France. Études universitaires qui se sont couronnées par une agrégation en économie générale et gestion et un doctorat en économie du développement, respectivement à l'École normale supérieure de Cachan et à l'Université Paris 1, la Sorbonne. À la fin de ses études en 1985, il rentra au Mali et devint d'abord professeur d'enseignement supérieur, notamment en économie et en gestion, puis fit un passage dans le secteur privé avant d'intégrer le gouvernement de transition en qualité de ministre du Contrôle général d'État chargé de l'audit de la gestion des ressources publiques. Et actuellement, je suis député à l'Assemblée nationale du Mali depuis 5 ans et en même temps, j'ai un cabinet d'expertise comptable et de conseils en gestion aux entreprises. Koniba Sidibé insiste souvent sur l'importance pour un homme politique d'exercer ce qu'il appelle un vrai métier. Juste après avoir passé le bac, quand j'ai intégré l'université en France, c'est à travers l'association des étudiants et stagiaires maliens en France, l'ASMEF, et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que j'ai fait mes premiers pas en politique. Il s'agissait de syndicats d'étudiants, mais très profondément politisés, compte tenu du contexte qui prévalait dans notre pays. Et donc j'ai adhéré à ces associations. J'ai été membre des organes dirigeants, notamment de l'ASMEF en question. Et nous nous sommes beaucoup battus contre les conditions difficiles de vie des étudiants maliens à l'époque et contre la manière dont la dictature dirigeait le pays. Et depuis cette période, je n'ai jamais abandonné le champ de la lutte politique. Je crois que ceux qui ont suivi mon parcours politique à l'Assemblée nationale ces dernières années ont compris que j'étais véritablement engagé dans la lutte pour l'intérêt du peuple malien. J'ai mené beaucoup de batailles à ce sujet en interpellant des ministres sur des pratiques de mauvaise gestion et certaines de ces interpellations se sont traduites concrètement par l'abandon de certaines décisions prises en faveur des populations. Donc, cela montre très clairement que mon souci n'a jamais été d'être député à l'Assemblée nationale pour mon intérêt personnel ou pour quelque autre intérêt particulier, mais véritablement pour l'intérêt du peuple. Et c'est pour cela que j'ai été l'un des critiques les plus acerbes du président ATT à l'Assemblée nationale, et publiquement. Les DFM ne sont pas les seuls acteurs
du processus d'exécution des dépenses publiques. Et il est impossible qu'ils puissent à eux seuls noyauter tout ce processus par la délinquance financière à une telle échelle sans de nombreuses autres complicités, notamment celle des ordonnateurs des dépenses publiques, qui sont les premières autorités du pays. Pendant 9 des 10 années du règne encore en cours du président ATT, c'est le troisième argument que j'avance, le règne de l'impunité en matière de délits et crimes économiques commis par la gestion des ressources publiques a été absolu. Cela est un signal fort sur l'absence de volonté réelle des autorités à lutter contre ces fléaux. Limoger simplement des DAF, des DFM, sans leur reprocher des fautes de gestion précises, même de manière spectaculaire en lui donnant une forme collective et brutale, paraît dérisoire face à cette situation. À ceux qui prétendraient que mieux vaut tard que jamais, je répondrai qu'il est vraiment trop tard pour que le président ATT puisse faire un progrès quelconque pendant la seule année qui reste encore de son mandat. Deuxièmement, Monsieur le ministre, ce limogeage a un relent fortement populiste. Relent fortement populiste pour réduire les frustrations accumulées pendant si longtemps par la grande majorité de nos concitoyens devant l'étalage de trains de vie luxueux et tant d'arrogance affichée par les nouveaux riches de l'ère ATT qui se sont frauduleusement et impunément accaparés de nos ressources publiques. Relent populiste pour redonner espoir à un peuple fortement déçu qui n'accorde plus aucun crédit à une gestion des ressources publiques totalement gangrénée par la corruption. Ces interventions ont porté sur des sujets aussi divers que la sécurité publique, la dette intérieure, la corruption dans toutes les sphères de l'État, les inégalités entre les zones urbaines et rurales. La CMDT fait partie de ça. Je vous assure que si nous laissons couler la CMDT et la filière coton avec, ce serait gravissime pour le pays. Ce serait extrêmement grave pour le pays. Alors j'ai posé des questions très précises à ce niveau-là, mais je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, quelle solution envisagez-vous pour apporter cet appui financier dont la CMDT a besoin pour que la CMDT puisse payer les cotonculteurs? Je répète encore une fois qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup de producteurs de coton n'ont pas reçu un franc de la CMDT sur la vente de leur coton de 2008, alors que nous sommes déjà dans la saison de production de coton pour 2009, un an après. Monsieur le ministre, prenez-nous un engagement clair sur la base d'un agenda précis, nous disant les producteurs au fond fin du pays seront tous payés pour qu'ils puissent au moins acquérir les nouveaux engrais, au moins payer leurs enseignants des écoles communautaires, au moins payer leurs frais de santé, etc., etc. Dans beaucoup de ces communes aujourd'hui, les caisses des maires sont vides. Et chaque fois que les maires vont collecter de l'impôt, qu'est-ce qu'on leur dit? Ah, nous, on n'a pas encore reçu le prix du coton. Or, c'est les seules sources de revenus. Donc, la crise des trésoriers de l'État ne doit pas faire perdre de vue des situations d'urgence qu'il faut absolument régler. Mais s'il y a une intervention à retenir parmi tant d'autres, c'est sans doute celle qui concernait le développement du trafic de drogue dans les régions nord du Mali. En quelques années, notre pays est devenu un maillon important du narcotrafic international et est indexé comme tel à l'étranger. La presse s'en est largement fait l'écho. Saisie de 290 kg de cannabis dans un wagon de train en partance pour Dakar. Séjour d'experts de l'ONU à Bamako pour enquêter sur le blanchiment. Crash dans le nord du Mali d'un Boeing transportant de la cocaïne, etc., etc. Je voudrais vous poser les questions suivantes sur ce fléau qui, s'il n'est pas circonscrit rapidement, aura des effets ravageurs sur le développement de notre pays. Est-il vrai que le Mali est devenu une plaque tournante du trafic international des drogues? Les allégations graves d'implication des personnalités de notre pays dans le narcotrafic qui bénéficieraient de la protection des autorités maliennes sont-elles fondées? Sinon, comment expliquez-vous l'inertie des autorités maliennes vis-à-vis du narcotrafic tant décrié à l'intérieur comme à l'extérieur du pays?
Quand est-ce que les résultats de l'enquête sur le Boeing du narcotrafic seront-ils portés à la connaissance du peuple malien? Le Mali est-il une plaque tournante du trafic de drogue? Votre réponse aussi à ce niveau-là, bon, j'ai trouvé ça fort dommage. Quand vous dites encore une fois, vous ne gérez pas des allégations. La dernière fois, à une question qui vous avait été posée ici, vous avez dit, je ne gère pas des rumeurs. Mais enfin, monsieur le ministre, moi, je vous demande de gérer les faits. Et c'est les faits qu'on vous a demandé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait d'allégation que le Mali est devenu une plaque du narcotrafic, là. C'est quasiment tout le monde. Quand un journal aussi sérieux que Le Monde écrit un article de fond sur cette question, monsieur le ministre, quand les Nations Unies envoient des experts à Bamako pour enquêter sur ces questions, je ne sais qui d'autre, monsieur le ministre, l'élu du peuple que je suis doit s'en préoccuper. Parce que le silence assourdissant dont certains ont parlé ne nous permet pas, nous, de rendre compte aux électeurs qui nous ont mandatés pour faire ce contrôle, qui nous ont mandatés pour contrôler la manière dont vous gérez les affaires publiques. Et c'est dans ce seul cadre-là qu'on vous pose ces questions-là. Alors, quand vous vous contentez de dire « je ne gère pas des allégations », si l'honorable député a des preuves, il n'a qu'à les apporter. Monsieur le ministre, je vous dis tout net, je n'ai pas de preuves. Ce n'est pas mon boulot de chercher les preuves, c'est vous qui devez chercher les preuves. Pour répondre clairement aux citoyens du Mali en disant « voilà les preuves comme quoi ces allégations sont simplement fausses ». C'est à cela que moi je m'attendais. Que le monde entier attend, que le monde entier voit que vous avez des preuves pour dire que tout ça c'est faux. Monsieur le ministre, je vous dis, je serai certainement aussi fier que vous, sinon plus, que le Mali ait une autre image dans le monde sur cette question-là. Et je pense que vous allez saisir l'occasion pour répondre de manière plus approfondie sur cette question. La question du Boeing, c'est pareil. Le dossier est à la justice, moi je le sais, tout le monde le sait. Mais comment vous pouvez comprendre que sur un dossier aussi sensible, sur une question aussi importante, des élus de la nation ne sont informés en rien? Monsieur le ministre, ce n'est pas admissible dans une démocratie. Mais dites-nous, oui, il y avait bien un Boeing narcotrafiquant qui est tombé au nord du Mali. Oui, comment se fait-il qu'il ait pu atterrir sur notre espace? Oui, dites-nous exactement ce qui s'est passé, ce que vous en savez. C'est ça la question. Quand on connaît la suite et les conséquences dramatiques pour notre pays, on ne peut que regretter que ces interventions n'aient pas été suffisamment relayées par d'autres. C'est ce manque d'exemplarité de l'élite de notre pays qui est aujourd'hui à la base de la rupture entre, encore une fois, le citoyen et ses élites. Les citoyens se sentent trahis quelque part. Et pendant tout mon parcours politique, une idée très forte chez moi a été cette bataille pour la justice, cette bataille pour la bonne gestion des affaires publiques, dans l'intérêt exclusif des populations, et donc cette bataille contre la corruption. Le mouvement pour un destin commun est un parti créé par un groupe de femmes et d'hommes fermement convaincus que la crise malienne est d'abord une crise des valeurs. Par conséquent, l'ambition de ce parti politique est de remettre l'intérêt général au cœur de l'action politique. À la question de savoir si le MODEC ne serait pas un parti de trop et en quoi il serait différent, voici la réponse de son président. C'est un parti qui, en principe, fonctionnerait de manière plus démocratique. Un parti donc qui serait approprié par ses militants. Autrement dit, les militants doivent être au cœur de tout le processus de prise de décision. Un parti dont l'équipe dirigeante est ouverte à tous ses membres, et nous avons une discussion particulière à ce niveau. Dans nos statuts, nous avons indiqué que le président de notre parti ne peut pas dépasser 2 mandats successifs de 4 ans et il doit céder nécessairement la place. Ça, c'est pour rompre avec les pratiques en cours dans notre pays où les mêmes personnes sont présidents de parti pendant 20 ans, qu'ils échouent aux élections, qu'ils réussissent ou pas, ils sont là contre vents et marées. Ça, c'est une disposition très forte de ce nouveau parti. Nous avons voulu aussi que les dirigeants de ce nouveau parti soient des personnalités ancrées dans la société civile, qui ont une véritable base au sein du peuple. Là aussi, c'est une rupture, parce que nous avons mis dans nos statuts que pour être membre de l'organe dirigeant au niveau national, il faut véritablement faire ses preuves à ces différents niveaux. L'objectif d'un parti politique devrait être avant tout de conquérir le pouvoir et de l'exercer dans l'intérêt du peuple, et exclusivement dans l'intérêt du peuple. Vous l'avez constaté, le Mali a été
dans une situation qu'on a qualifiée de consensus autour du président ATT pendant toutes ces années, mais vous comprenez que cela n'est pas dans l'intérêt du peuple. Il s'agissait plus d'un consensus autour du partage du gâteau, au détriment de l'intérêt général. Et c'est de cela qu'il s'agit, et c'est à cela qu'il faut mettre fin. Qu'il y ait des lignes de démarcation très claires entre les partis politiques par rapport à leur vision de la gestion des affaires publiques, par rapport véritablement à leur pratique quotidienne vis-à-vis du peuple malien. Notre pays aujourd'hui est un pays où les inégalités ont atteint des niveaux absolument inacceptables. Inégalité d'accès à l'éducation. Quand vous prenez les milieux ruraux et les villes, l'écart est extraordinaire. Dans toutes les écoles de Bamako ici, vous trouverez certainement un enseignant dans toutes les classes. Mais quand vous partez en brousse, pour chaque école fondamentale en moyenne, vous avez au maximum 3 à 4 enseignants pour le premier cycle. Un cycle de 6 classes, vous avez 3 à 4 enseignants très souvent. Et dans beaucoup de communes, sur ces 3 à 4 enseignants, 2 sont payés par la mairie, souvent à 25 000, 30 000 francs CFA. Je vous dis encore, monsieur le ministre, que dans les milieux ruraux, beaucoup de paysans ont été obligés de créer leur école communautaire et financent cette école communautaire à leur charge. Ça fait 10 ans pour certains villages que ça dure. Il y a quand même un problème. La crise du coton venant s'ajouter à cela, ces écoles sont au bord de la faillite. Je dis que c'est au niveau du milieu rural que les écoles communautaires doivent être transformées en écoles publiques. Parce qu'il est fondamentalement injuste que la République paye les frais de scolarité de certains de ses enfants, prenne en charge totalement certaines de ces écoles, et que les plus pauvres de ses citoyens soient obligés de prendre en charge l'instruction de leurs propres enfants. Ce n'est pas acceptable dans une république démocratique. Égalité d'accès à la santé. Comment voulez-vous qu'on dise que tous les citoyens maliens ont également accès à la santé quand la plupart des centres de santé, les hôpitaux sont dans les grandes villes pour l'essentiel des coûts? Vous avez aujourd'hui plus de 200, 300 communes à l'intérieur du Mali qui n'ont pas le moindre centre de santé digne de ce nom. Et souvent, quand ils ont un centre, ils n'ont ni médecin, ni infirmier, ni personne. Donc, l'égalité d'accès à la santé est une illusion aujourd'hui au Mali. Leur accès à la santé, c'est leur CESCOM. Ces CESCOM sont sans personnel, ces CESCOM sont sans moyens, sans équipement, sans rien. Certains nous disent, oui, bon, c'est des structures autonomes, il ne faut pas... Je dis non, il faut arrêter. L'État peut mettre du personnel à la disposition de ces gens. Quelques expériences ont été tentées à travers les fonds PPTE, mais souvent ça dure 1 an, ça dure 2 ans, et au bout de 2 ans, c'est terminé, il n'y a pas d'argent, le médecin s'en va. Il dit c'est dans ça qu'il faut réorienter les ressources de la santé. La justice, vous savez très bien que nous sommes dans un pays où le droit n'est pas souvent dit au niveau de nos tribunaux. Selon que vous soyez puissant ou misérable, comme dirait l'autre. Nous voulons nous battre contre ça aussi. Et surtout, la base de tous les maux du pays, la corruption. Nous voulons nous battre contre la corruption dans toutes ses dimensions. Quand je dis dans toutes ces dimensions, il ne s'agit pas simplement de la corruption que les gens qualifient de détournement de fonds publics, etc. Il s'agit de la corruption dans son sens large, c'est-à-dire l'utilisation d'une position de fonction publique au profit d'intérêts particuliers ou partisans. Autrement dit, vous êtes à une position de service public et vous donnez la priorité à des intérêts particuliers. C'est la lutte contre ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes directeur national ou vous êtes ministre, vous nommez quelqu'un parce que simplement c'est votre ami, qu'il en ait la compétence ou pas. C'est ça aussi la corruption. La prochaine grande crise que ce pays vivra, la prochaine bombe sociale de ce pays, c'est le chômage massif des jeunes. Des jeunes qui sont dans le désespoir total. Après avoir fait des études souvent pendant 16 ans pour avoir leur maîtrise, 17, 18, 20 ans pour certains, se retrouvent sans emploi pendant 5, 10 ans d'affilée. Certains n'arrivent même pas avec ce diplôme à avoir un emploi de gardien. Au moment où ils sont censés apporter un appui à leurs parents,
c'est en ce moment-là qu'ils dépendent totalement de leurs parents. Le sentiment d'injustice que ressentent profondément les jeunes par rapport aux emplois, à l'accès aux emplois aujourd'hui, que ce soit l'emploi dans le secteur privé, que ce soit l'emploi dans le secteur public, Monsieur le Président, vient accroître la dimension de cette bombe sociale. Le sentiment souvent exprimé par les uns et les autres n'est pas autre chose, c'est de dire il faut avoir des bras longs pour avoir un emploi dans le public comme dans le privé. Sentiment exprimé par les jeunes aujourd'hui qui ne croient plus en l'égalité des chances d'accès à l'emploi dans notre pays. Certains parlent de mascarade de concours, de priorité donnée à des listes qui parviennent aux membres du jury, de fuites organisées de sujets, de remise de corrigés à certains candidats. Monsieur le Président, il s'agit là d'un sentiment répandu et partagé par la grande majorité de nos concitoyens. Que certains dirigeants du pays, dans le pouvoir absolu qu'ils avaient, se sont dit que ce n'était même pas la peine de faire semblant d'organiser un concours. C'est cela qui a été fait. Sinon, je me dis, pourquoi n'ont-ils pas mis au moins la forme des concours et triché comme cela se fait d'habitude? C'est ça le pouvoir absolu. C'est ça le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est ce qui est arrivé. Je peux vous assurer, Monsieur le ministre, que dès qu'il a été connu que je dois vous poser des questions orales sur cette question, j'ai reçu énormément de messages, appels téléphoniques, SMS, email. Monsieur le ministre, tous ces messages vont dans le même sens. Ils vous soutiennent. Ils vous assurent de votre soutien et vous encouragent. Ils vous encouragent à rester ferme dans votre décision. Un enjeu capital pour une raison très simple. Et puisqu'il s'agit de choisir entre ceux qui ont mis le pays à genoux pendant 20 ans et un nouveau leadership. S'ils choisissent la voie de la reconduite de ceux qui ont mis le pays à genoux, il faut s'attendre à des lendemains encore plus difficiles. Parce qu'on n'abandonne pas les mauvaises pratiques comme ça du jour au lendemain de plein gré. Et donc, le 28 juillet prochain, qu'ils comprennent que c'est eux qui deviennent présidents d'un jour. Président d'un jour veut dire quoi? C'est eux qui vont choisir le président de la République. Ils doivent oublier toutes les petites considérations personnelles, individuelles, pour donner la priorité à l'intérêt général, pour donner la priorité à la cause Mali. Les 1000 francs, les 1500 francs, CFA, ou autres, de la corruption politique utilisée par l'élite de ce pays pour gagner les élections, qu'ils comprennent que cela ne construit ni un pays, ni l'avenir d'un homme ou d'une femme. Que le seul combat qui vaille, c'est assumer quelque part sa part de responsabilité dans le processus de gestion de son pays. Que le seul projet qui vaille, c'est imaginer un destin commun pour l'ensemble des Maliens et se battre pour la réalisation de ce destin commun. Et justement, le parti que nous avons créé, Mouvement pour un destin commun, se situe dans cette optique-là. Que ce destin commun soit un projet commun à tous les Maliens, imaginé par tous les Maliens et réalisé par tous les Maliens, au profit de tous les Maliens, sans laisser personne sur le carreau. Homme intègre parmi les intègres. Homme de grande honnêteté intellectuelle. Je ne suis certainement pas un griot du Mandé. Non. Non. Je ne suis pas dans la louange. Je suis dans le dire du fait politique. Koniba Sidibé fait partie de ce genre de cadres qui ont eu à accumuler une expérience exceptionnelle que la plupart de nos hommes politiques n'ont pas eu à connaître.
Ce Mali de notre rêve est le Mali de l'unité nationale retrouvée dans la paix et la concorde. Un Mali dont toutes les filles et tous les fils se sentiront à nouveau frères et sœurs autour d'un projet de destin commun. Un projet où l'intérêt général sera au cœur de l'action publique. Un Mali où la fraternité brisée d'aujourd'hui ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Un Mali où la sécurité des personnes et de leurs biens sera assurée sur toute l'étendue du territoire. Un Mali respectueux des droits de la personne dans toutes ses dimensions. Un Mali où l'égalité de droits sera totale entre toutes ses filles et tous ses fils. Un Mali où l'égalité des chances sera garantie à toutes ses filles et à tous ses fils. Égalité de chances d'accès à l'éducation. Égalité de chances d'accès à la santé. Égalité de chances d'accès à la justice. Égalité de chances d'accès à l'emploi, etc. Un Mali gouverné par des dirigeants exemplaires. Des dirigeants exemplaires à forte légitimité, soumis à l'obligation de rendre compte aux citoyens dans toute sa rigueur. Un Mali où la tolérance zéro sera de rigueur en matière de corruption dans la gestion des affaires publiques. Pour bâtir le Mali de notre rêve, la rupture radicale avec les pratiques de gouvernance qui ont conduit notre pays à ce chaos est la seule voie.